hy hữu lắm, cho nên là các bạn đừng nhá. Cảm ơn Thầy các bạn là đã em thưa thầy là bọn ờ, em vẫn có nghe thấy bạn Huyền nói, thầy có nghe thấy không ạ? vì các bạn phải đặt địa vị vào các thầy khi mà ngồi nói trước một cái máy này cực kỳ monotone luôn. Và nếu các bạn cứ im lìm như thế thì các thầy nói rất là nhanh cho nó xong chuyện cho nhanh thôi. Còn rất khó chịu khi mà nói vào một cái mà không có sự tương tác. Vậy tôi sẽ nói và các bạn đừng có nhắn tin dừng lại hỏi nhé, đừng có nhắn tin chat, các bạn không sợ làm ảnh hưởng, vì đây là chúng ta cùng thảo luận với nhau, chúng ta không có sợ bị ảnh hưởng với ai cả. Các bạn có stop lại. Ok, bonjour à tous. Hôm nay tôi sẽ giảng bằng tiếng Pháp, cho nên các bạn nếu mà không nghe được thì stop lại và hỏi. Tôi sẵn sàng dừng lại, bởi vì với chúng ta cần hiểu hơn là các bạn nghe nghe cho nó tai nọ sang tai kia, hiểu, và tôi sẵn sàng dừng lại để giải thích. Không giảng xong một buổi này thì học buổi khác tiếp, chứ không phải cứ học xong rồi thôi để đó. Các bạn chưa hiểu dừng lại hỏi. Donc je vais parler sur l'orientation diagnostique des douleurs thoraciques aux urgences. Quelques points importants. Après avoir étudié cette leçon, on doit savoir que quelques motifs fréquents d'admission au service d'accueil des urgences. Tout d'abord, pour les urgentistes, il faut évaluer la gravité potentielle et orienter correctement, rapidement le patient vers une structure adaptée. Deuxièmement, pas de parallélisme entre la gravité et l'affection responsable et l'intensité de la douleur ressentie par le patient. Vous avez compris ça? Vous avez compris le deuxième point? C'est la part de parallélisme entre la gravité de l'affection responsable et l'intensité de la douleur ressentie par le patient. Et troisièmement, le patient admis pour une douleur thoracique est examiné. Ouvrir tout le box de chat. Donc, il faut m'arrêter et parler quelque chose si vous voulez parler. Donc, je continue. Bon. Et l'orientation diagnostique comme le sujet de cours. Donc, il faut baser sur quelques syndromes principaux comme la douleur thoracique et quelque chose d'autre comme des tests hémodynamiques au premier plan. Donc, c'est-à-dire un patient qui arrive aux urgences avec la douleur thoracique, mais le patient se présente aussi d'autres choses comme la détresse hémodynamique ou le bilan hémodynamique en désordre, ça veut dire l'instabilité hémodynamique. C'est quoi comme l'instabilité des hémodynamiques se compose de l'hypotension artérienne ou le choc cardiogénique, le choc. Bon, on peut citer ici les causes principales qui causent la douleur thoracique, plus la détresse hémodynamique. Donc, l'embolie pulmonaire massif, c'est l'embolie pulmonaire, c'est comme la maladie ou le syndrome. C'est défini par l'occlusion des artères pulmonaires par les caillots. Et ça peut causer la résistance
l'élévation, la résistance pulmonaire, et ça donne le tableau d'insuffisance cardiaque droite à cause d'élévation résistante des artères pulmonaires. Donc, ça peut causer la détresse hémodynamique. Bon, deuxièmement, on peut citer ici c'est la dissection aortique, ROI, ou rupture d'anévrisme de l'aorte. Troisièmement, c'est la maladie la plus importante, la plus présente, c'est l'infarctus du myocarde. Et quatrièmement, c'est la tamponnade cardiaque. Donc ce sont des 4 causes qui peut s'entraîner la détresse hémodynamique, ou ça peut s'entraîner l'hypotension artérienne et le choc. Bon, pour chaque cause, et notre tableau clinique, on peut citer, on peut parler de ça. À part la douleur thoracique, comme on dit tout à l'heure, tous les patients qui arrivent aux urgences avec de la douleur thoracique et avec d'autres choses. Et ici, c'est deuxièmement, ça va être à la détresse respiratoire. Recording in progress. OK. Ceci, pour l'embolie pulmonaire, comme on dit tout à l'heure, la douleur thoracique plus l'instabilité du bilan hémodynamique et aussi le bilan respiratoire. Et pneumothorax avec la soupape, c'est-à-dire quoi? Il y a sa présence de l'air dans l'espace pleurale. Et avec soupape, ça veut dire la quantité, le volume d'air dans l'espace pleurale de plus en plus devenir volumineuse, et après chaque inspiration, et ça peut comprimer l'espace médiastin, et ça peut pousser aussi le cœur vers l'autre côté, et ça peut comprimer le bilan hémodynamique et aussi le bilan respiratoire. Et troisièmement, c'est pneumopathie aiguë. La pneumopathie aiguë, par exemple, comme la pneumonie. La pneumonie, c'est une infection de la parenchyme des poumons. Normalement, le tableau se présente typiquement avec de la douleur thoracique, de la fièvre, et peut-être avec la dyspnée. Et dans ce cas-là, la douleur thoracique peut-être être la première signe de la pneumonie. Et quatrièmement, le syndrome de Boerhaave, le syndrome peut-être de douleur thoracique, le syndrome qui se présente, et avec l'association avec de troubles des fonctions vitales, et ça peut donner le risque de mort subite
la mort tout de suite. Comme le syndrome coronaire aigu avec le segment de ST élevé, l'embolie pulmonaire, dissection aortique aiguë, pneumothorax suffocant avec soupape, anévrisme de l'aorte thoracique. Donc, je vais aborder quelques tableaux cliniques typiques. Premièrement, la dissection aortique thoracique. Ici, on peut trouver la signe clinique et la douleur thoracique dans la dissection aortique normalement se présente par la douleur particulièrement la douleur rétro-sternale brutale et intense et déchire, oui, comme coup de poignard, migratrice irradiant vers dans le dos et dans la région lombaire dans 90% des cas. Et quelquefois, ça peut donner le tableau choc d'emblée, tamponnade et comment dire, ici le PC, ça veut dire la prise. Ok, on va retourner après là. Et ischémie aiguë dans membre, ça peut causer la l'ischémie aiguë d'un membre. Ça veut dire pourquoi? Peut-être la déchiration, la déchirure de l'aorte, de la paroi de l'aorte, qui peut s'irradier vers l'aorte abdominale, l'aorte cave abdominale, et ça peut bloquer la circulation artérienne sur les membres inférieurs et ça peut donner le tableau de l'ischémie aiguë d'un membre. Et ça peut aussi donner le tableau de l'infarctus iléo-mésentérique des artères qui alimentent du sang aux intestins, reins et au côlon et à travers les artères mésentériques. Donc, ça peut aussi donner le tableau de l'accident neurologique comme stroke, l'hémiplégie, paralysie brutale, etc. Et bien sûr, ça peut donner la douleur abdominale. Donc, c'est pour ça quelques cas qui arrivent à l'hôpital avec la douleur abdominale brutale sur l'antécédent particulier au niveau de système cardiovasculaire, comme l'hypertension artérielle, comme l'hypercholestérolémie. Et on doit penser de dissection aortique abdominale. Et bien sûr, ça peut donner le tableau de l'insuffisance cardiaque, gauche ou droite, etc. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, et sur les terrains, les gens, les patients qui ont l'antécédent d'hypertension artérielle, en particulier chez les hommes, et normalement les hommes sur la femme, le pourcentage de dissection aortique est plus élevé que les hommes, 2 à 2 fois. Et maladies réducées élastiques comme le syndrome Marfan, Ehlers-Danlos, c'est les maladies congénitales. Et l'antécédent familial dans une famille qui
qui avait des gens qui ont présenté des sections aortiques. Et cette fois-ci, ça peut plus toucher sur les autres dans la famille. Et les séologies iatrogènes, ça veut dire quoi? C'est iatrogène. Les séologies iatrogéniques, c'est la cause causée par les procédures, les gestes professionnels par les médecins, particulièrement par les jeunes médecins, comme comme un résident interne en réanimation en première année, par exemple, après avoir mis en place un cathéter central, ça peut causer la dissection aortique. C'est bon non, pour les jeunes médecins qui font des gestes, des procédures. Bon, pour les femmes en grossesse, particulièrement en 3e trimestre, pour les toxicomanes, cocaïne, les drogues, les hommes qui est toxicomane, qui prend de cocaïne, ça peut s'entraîner une dissection aortique, quoi. Bon, c'est la terre. Et pour examiner au niveau bilan clinique, on doit chercher le souffle d'insuffisance aortique. Souffle insuffisant aortique, ça veut dire on peut écouter le souffle au temps diastolique. Et on doit palper les poules centrales et périphériques. Et quelquefois, on doit chercher l'abolition dans plusieurs poules périphériques. Et il faut comparer la tension entre deux côtés. Pour chercher la signe d'asymétrie tensionnelle. Et on peut rencontrer dans 40 cas hypotension artérielle. Surtout les hommes hypotendie, on peut trouver plus sur 75% des cas. Et on doit chercher aussi les manifestations virales comme sueur, pâleur, bradycardie, syncope initiale. Et 1% des mortalités par heure de retard diagnostique, ça veut dire quoi? Si on fait diagnostic, si on laisse tomber comme ça donne un retard diagnostique à une heure qui se passe sans diagnostic qui cause l'élévation de 1% de mortalité par heure, c'est ça. Bon, c'est pour ça il faut faire l'examen, faire diagnostic très précocement. Bon, pour l'examen d'imagerie, donc il faut faire quelques examens complémentaires pour affirmer le diagnostic comme ça peut on doit répondre aux questions suivantes comme pour donner la réponse. C'est comme quel type de dissection on base sur le système de classification de Stanford. Ici, c'est Stanford A et Stanford B. Stanford A, ça veut dire ça touche. On va chercher l'entrée de la dissection aortique. Si l'entrée, ça veut dire l'entrée, c'est le point qui déchire la paroi aortique, qui a fait éloigner, qui va écarter les
partie différentielle de la paroi, c'est la feuille Antiman, c'est la feuille Endoman, c'est quelque chose comme ça. Si la pointe d'entrée se localise dans l'artère aortique ascendante, on s'appelle, c'est la type A, Stanford A, et d'autres causes, si le point d'entrée qui se localise au niveau de l'aorte abdominale, on classifie c'est la dissection aortique, la type B, Stanford B. Bon, et on peut affirmer, on peut suivre l'extension au collatéral de l'aorte ou l'extension à l'aorte ascendante. Et c'est comme je dit tout à l'heure, si la racine, ça peut toucher aussi la racine des artères coronaires, ça peut causer l'infarctus de myocarde. Et si l'existence d'un hématome médiastinal et d'un épanchement péricardique, ici présenter une dilatation anévrismale de l'aorte ou pas. Bon, et la performance diagnostique différentes techniques en fonction du type de dissection aortique. C'est ici là, et là c'est dans cette colonne là on citait des techniques de l'imagerie médicale, et là, la sensibilité, la spécificité, il y a deux facteurs de diagnostic comme pour estimer, pour évaluer la capacité de diagnostic des techniques, et comme ici pour le type A, ici pour type B, comme pour le type A, si on fait un EETT, ça veut dire que c'est échocardiographie transthoracique, la sensibilité pour faire un diagnostic de l'aorte, de dissection aortique, ça peut donner la sensibilité environ 78% et spécificité environ 87%. Et l'échocardiographie transœsophagienne qui peut donner la sensibilité plus que la transthoracique, environ 96% et spécificité à 86%, plus élevé que la valeur de l'échocardiographie transthoracique. Et pour le TDM, tomodensitométrie, ça veut dire scanner injecté qui peut donner la sensibilité environ 83%, mais spécificité plus 100%. IRM, imagerie résonance magnétique, qui peut donner plus au niveau de sensibilité, ça peut toucher 100%, et spécificité, ça peut toucher 99%. Et comment pour le type B? Le type B, l'écho transthoracique, ça peut donner la sensibilité environ 10% et spécificité environ 100%. Bon, pour le type B, comme vous trouvez, le type B, ça veut dire le point de racine, le point d'entrée se localise au niveau de l'aorte abdominale. Et dans ce cas-là, surtout pour les obésités, l'écho normalement thoracique, ça peut pas passer les ondes sur un ventre avec beaucoup de graisse. Et dans ce cas de la dissection aortique, on peut pas faire l'écho abdominal facilement comme ça. C'est pour ça la sensibilité c'est très baisse. Par contre, la spécificité c'est très élevée.
Et pour l'écho-transœsophagien, la sensibilité et la spécificité sont très élevées. Le TDM, c'est le scanner, IRM, ça peut aussi donner également élever les deux paramètres de diagnostic comme ça. Bon, je continue. Stratégie thérapeutique pour le traitement. Normalement, pour la douleur, il faut donner des analgésiques, c'est-à-dire les médicaments pour calmer la douleur. Et dans ce cas-là, de la morphine. De la morphine, c'est le médicament pour calmer la douleur. Idéalement. Bon, pour traitement, il faut tester aussi l'hypertension artérienne avec des médicaments comme ça, comme bêta-bloquants, inhibiteurs calciques. Bon, c'est-à-dire là, il faut calmer la douleur, il faut tester l'hypertension artérienne, il faut aussi ralentir le rythme cardiaque. Bon, et pour traitement de cause, donc ça dépend de type. Si le type A, c'est le traitement chirurgical, on doit l'opérer le patient. C'est type B, c'est le traitement initial médical. C'est-à-dire initialement, ça veut dire tout d'abord, on va tester par des médicaments et après ça, on peut tester par l'opération ou pour la prothèse. Et même indication pour les hématomes intramuraux. Bon. La rupture spontanée de l'œsophage, c'est le syndrome de Behaves. C'est la rupture spontanée de l'œsophage. Vous trouvez ici la rupture spontanée de l'œsophage. C'est aussi également une urgence vitale. C'est rupture complète ou non traumatique de l'œsophage thoracique. Ça peut toucher sur les hommes de plus de 40 ans et ça, normalement, ça touche au niveau entier inférieur de l'œsophage. Et la douleur intense et basithoracique, roche épigastrique, et ça peut s'associer à des vomissements, des nodulophagies, signes de choc et présence emphysème surclaviculaire du fait d'un pneumomédiastin. Scanner thoracique, ça peut diagnostiquer là. Et dans ce cas-là, on peut donner quelques substances de contraste veineuses. On peut demander aux patients à laver ou on peut pousser quelques millilitres de substances de contraste veineuses. Et après ça, ou parallèlement, on peut faire un scanner thoracique, on peut trouver la déchirure ou la rupture de l'œsophage. Et ici, dans cette maladie, doit être intervenue par l'opération en urgence. Et péricardite, c'est l'autre syndrome, c'est l'autre signe de douleur thoracique. L'orientation, quelques points pour orienter le diagnostic. Et comment, pour le terrain, il y a 15 sujets qui peuvent être atteints de la péricardite. C'est normalement prédominant chez les hommes et les jeunes, et ça peut récidiver dans des cas, et 5%
douleur thoracique au service d'accueil d'urgence dans une étude en 1998 en française. Donc la douleur domine le tableau clinique comme ça. Et la douleur qui peut, c'est la douleur type rétrosternal. Le rétrosternal, ça veut dire après le rétrosternum. Et positionnel, ça veut dire ça dépend de la position du patient. Et ça peut être augmenté par des cubitus, l'inspiration soulagée par la position assise. Et on peut donner de trinitrine, ça peut calmer la douleur. L'association possible a des signes pleuro-pulmonaires, douleur parfois absente, douleur parfois absente, dyspnée, dysphasie. Et présence possible des signes prégénéraux comme fébriquine, infection virale banane dans les jours précédents, une semaine ou 2 semaines avant, avec des signes de rhinopharyngite. Et frottement péricardique, on écoute le cœur, on peut écouter les sons qu'on frotte. Ça s'appelle un frottement péricardique. Est-ce comptant dans environ 50% des cas, fugace, puis mésocardique, indépendant des bruits du cœur, variables. Et peut-être on ne peut pas écouter aucun bruit du cœur. Ça s'appelle l'assourdissement des bruits du cœur. Pourquoi? Parce que des substances, des liquides qui se présentent dans l'espace péricardique avec une grosse quantité, ça peut empêcher d'écouter des sons du cœur. Bon, le point paradoxal de Kussmann, les signes d'insuffisance ventriculaire droite ne sont pas des signes péricardites, mais des tamponades diastoliques aiguës. Des tamponades, ça veut dire, et ça veut dire la présence des liquides dans l'espace péricardique avec une grande volume. Ça peut empêcher le ventricule droit se gonfle. Bon, le PUM et le contexte pathologique donnant une orientation étiologique comme un cancer, infection aiguë, radiothérapie, maladie auto-immune chronique, ou même traumatisme. Bon, les examens complémentaires doivent être faits. Dans ce cas-là, c'est l'ECG. On peut chercher le signe de sus-décalage de ST concave vers le haut. Classiquement, dans toutes les dérivations, sous-décalage de PR, aplatissement plus négativation des unités. Et on doit faire aussi un cliché thoracique radiologique pour classifier horizontalisation du bord gauche du cœur, gros cœur. Épanchement pleurant associé au uni ou bilatéral dans 25% des cas. Et marque biologique, dans ce cas-là, on peut faire troponine-T, CK-CKMB pour dépister la nécrose, pourtant être légèrement augmentée myocardite. Et l'échographie cardiaque et l'écho-cœur qui peut faire la réalisation systématique dans les 24-48 heures, souvent normale. La péricardite richesse, péricarde échogène dense, fringent, parfois dédoublé. Évaluer aussi, ça peut évaluer le retentissement de l'épanchement sur les cavités cardiaques droites. Bon, l'étiologie de péricardite, normalement, le plus souvent cervicale, c'est comme l'entérovirus, ou idiopathique, enquête étiologique rarement effectuée. Parfois, intriquée à une autre pathologie. Comment le traitement? Le traitement semble au service d'accueil d'urgence, on doit donner de aspirine
un rame, injection veineuse, c'est comme le test diagnostic. Et au domicile à la maison, le patient doit se reposer strictement au lit jusqu'à disparition de la douleur. Et on peut donner aussi le médicament anti-inflammatoire non stéroïdien pendant 15 jours ou aspirine à dose dégressive. Par exemple, 1 plus 3 pendant 16 jours, puis diminution. Le traitement spécifique en fonction de l'étiologie, comme péricardite purulence, le BUS, peut-être médiasténite ou post-trauma ou sida, tuberculose, post-infarctus myocarde précoce tardive, syndrome Dressler, péricardite oradique, néoplasique comme mésothéliome, cancer des poumons, le cancer du sein, hémopathie ou insuffisance rénale chronique, ou hypothyroïde et médicaments comme INH dans le traitement de tuberculose, dantrolène, diphénylidantoïne aux maladies inflammatoires comme lupus érythématose disease, ou sclérodermie comme les maladies systémiques. Et l'orientation, on peut faire un retour à domicile pour les patients pour forme simple et réévaluation par médecin dans 24 heures, 48 heures, mettre au courrier médecin traitant. Et on peut regarder dans l'urgence de hospitalisation courte durée. On peut consulter aussi un cardiologue. Bon, la autre cause de douleur thoracique, comme la douleur d'origine pneumologique, la douleur d'origine digestive, comme le reflux de gastro-œsophagien, c'est très populaire dans cette maladie-là. La douleur d'origine neurologique, la douleur d'origine rhumatologique et pariétale, la douleur d'origine psychogène, pour la culture, autre cause de guerre. Bon, et comme la douleur d'origine pneumologique, c'est la douleur latéralisée, augmentée avec tous les mouvements respiratoires et par atteindre la lèvre pariétale. Et le cliché standard face et profil en station verticale et si possible confirme le diagnostic. Et pneumothorax, le diagnostic c'est difficile, c'est faible volume de donc je reviens donc allô? Donc, le diagnostic de pneumothorax est assez difficile, c'est les BPCO. Recording in progress. Emphysémateur, les patients emphysémateurs, indication large de TDM. Bon, l'autre cause, c'est la tumeur maligne de la flèvre, comme mésothéliome ou pleuromonopathie, radiologie peut-être normale au stade infraradiologique. Le syndrome pancreas-Tobias, comme vous savez, c'est l'astreinte néoplasique du dôme pleural à partir d'un cancer du sommet des poumons. Et la douleur scapulaire irradiant vers le
territoire cubital du membre supérieur par l'atteinte de la 8e racine cervicale et de deux premières racines thoraciques. Et le syndrome souvent associé l'autre signe comme la signe de ligne de C1 et C2. Et l'embolie pulmonaire, quelle que soit la gravité, ça dépend de la gravité. Une douleur thoracique avec la dyspnée, une radiographie pulmonaire normale et une l'embolie pulmonaire jusqu'à preuve du contraire. Et l'eurésie, c'est l'infection infectieuse, inflammatoire, et atteinte du nerf phrénique, le trajet médiastinal ou diaphragmatique, douleur claviculaire et pont. La douleur thoracique d'origine rhumatologique ou pariétale, la douleur superficielle, reproductive par la palpation et la mise en mouvement des masses musculaires. Et la palpée percuter les apophyses épineuses de lésions chondrosternales et chondrocostales. Le syndrome de TS c'est l'arthrite sternoscotale pouvant revêtir un caractère angique aigu, fréquente chez l'adulte jeune, aucune place pour les examens complémentaires. À la douleur, plus ou non, tuméfaction des 3 à 4 jours, première articulation chondrosternale et parfois authentique atteinte auto-articulaire, comme infectieuse, dimorale, inflammatoire. Peut-être une manifestation neurogale du syndrome de Sapho, synoviite, acné, putulose, hyperhormose et otite. Le traitement se base sur la anti-inflammatoire non stéroïdien et infiltration. Et douleur costale, c'est la douleur causée de fracture traumatique spontanée, tassement vertébro-ostéoporotique, le syndrome spondylorhodicique, othéose métastatique, fracture costale révélatrice d'une métastase. Diagnostic normalement sur la clinique et l'urine costale. La douleur musculaire intercostale pariétale, traumatique, rhabdomyolysis et des fibromyalgie, atteinte médicamenteuse musculaire, hypolipémie, le syndrome de Syriac, le syndrome de la côte glissante, la douleur violente en rapport avec une subluxation de l'extrémité d'une des dernières fausses côtes sur la côte sous-jacente avec atteinte du nerf intercostal. La douleur d'origine digestive, la douleur projetée, tout organe de la cavité abdominale peut donner des douleurs immédiates hautes et thoraciques, comme la pathologie œsophagienne, comme reflux gastro-œsophagien, spasme œsophagien, pathologie gastro-duodénale comme ulcère, pathologie hépatobiliaire comme cholécystite, pathologie pancréatique comme pancréatite aiguë, pathologie colique comme distension à angle roche. La douleur thoracique d'origine neurologique comme douleur radiculaire, déclenchée par des efforts à cloche fermée par la toux
et topographie radiculaire souvent en ceinture. La douleur d'origine comitienne, jacksonienne, comitienne. La douleur d'origine psychogène, comme le terrain évocateur antécédent, l'absence de facteur déclenchant, siège souvent limité désigné par la pointe de l'index de topographie variable, douleur à type de piqué. La durée relativement brève, avec la signe d'accompagnement angoisse, nervosité, palpitation. La douleur thoracique, comme la maladie périodique, la poussée inflammatoire de la différentes séries sérieuses sur 3-4 jours, atteint possible du péricarde et flèvre. Phéochromocytome, qui peut crise douloureuse, thoraco-abdominale consistive, la signe associé comme hypertension artérielle, sueur, céphalée, diagnostic par les doses de dérivés méthylés sanguins et urinaires, comme la catécholamine. Garde en hospitalisation des cas qui ont en l'absence de diagnostic précis devant un tableau de douleur thoracique, si on n'a pas encore le diagnostic, on doit garder le patient en hospitalisation de courte durée pour continuer à chercher la cause. Et au moins d'août, en l'absence d'avis spécialisé, en cas où on n'est pas sûr, on doit demander l'avis des spécialistes comme cardiologue, comme d'autres. Et la douleur réveillant le patient, c'est-à-dire la douleur qui se survient dans la nuit, au sommeil, c'est non anorganique, anorganique exceptionnellement pariétal. On doit regarder la polypnée plus de 20 fois par minute, aux fièvres inexpliquées, la tension artérielle systolique inférieure à 100 mm mercure ou systolique à plus de 180 mm mercure ou tachycardie, la douleur intense non soulagée, douleur d'allure coronarienne, quel que soit le CG, sauf en ensemble d'infos connus et survenant pour le même effort quotidiennement. Signe de l'IVG et signe d'IVG insuffisance ventriculine gauche ou l'insuffisance ventriculine de droit. Bon, merci de votre attention et pour ce sujet-là, l'orientation des douleurs thoraciques, on s'arrête ici. Si vous avez des questions, il faut m'assigner là. Il faut me donner. Bon, des questions là. Et pour l'autre sujet, comme l'orientation pour l'orientation des chocs aux urgences, je vais présenter après. Donc, il faut enregistrer avec le système le IMH. La prochaine fois, on va apprendre à travers le système de IMH. Donc, des questions là. Et ça veut dire la péricardie,
c'est l'inflammation de la paroi péricardique sans liquide. Il y a seulement des fibres de fibrine, fibres inflammatoires et pas de liquide. Ça peut s'appeler sèche, pas de liquide. Et ça, c'est récollant entre deux. Ces substances inflammatoires qui peuvent récoller deux parois de feuilles de l'espace, la feuille viscérale et la feuille pariétale. La feuille pariétale, la feuille viscérale, c'est collé par les substances inflammatoires. Il n'y a pas liquide dedans. Ça va? Bon, d'autres questions? Si vous comprenez, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit en français, vous pouvez demander en vietnamien. Donc, vous pouvez demander des questions sur des termes médicaux en français. Méthoxylé. Méthoxylé. Méthoxylé, donc. Nervosité, c'est ça? Alors. Méthoxylène, c'est ça? Ce méthoxylé, c'est la substance, le médicament, comme les substances, comme la catécholamine, quoi, adrénaline, comme dopamine et non-adrénaline. On dit ce comme catécholamine. Ce sont des substances, sont fabriquées par phéochromocytome. Ça peut déclencher l'hypertension artérielle. Ça peut causer la douleur thoracique. Dérivé dẫn xuất méthoxylène, dẫn xuất của méthoxylène. Ok, vous avez des questions alors? Bon, merci. Merci. Và các bạn có thể, tôi biết là nhiều bạn sẽ chưa hiểu những gì tôi nói bởi vì
Có lẽ là để hiểu được gì thầy nói thì cũng phải mất ít nhất phải mất 10 năm học tiếng Pháp liên hồi và yêu tiếng Pháp mãnh liệt. Nhưng mà các bạn thông minh như các bạn thì chắc mất 2 năm. Và phải đi Pháp, phải đi Pháp học, làm việc trong cái môi trường bệnh viện, thường xuyên làm việc với bác sĩ thì mới hiểu được những cái việc như vậy. Còn tiếng Pháp ở Việt Nam nó sẽ khác với tiếng Pháp ở Pháp. Nếu các bạn mà chăm giao tiếp với những người Pháp, các bạn chăm giao tiếp những môi trường Pháp ngữ sẽ tốt. Các bạn muốn làm lâm sàng thì tôi cũng khuyên là nên học tiếng Pháp tốt vào và đi Pháp. Chả đâu người ta cho sờ vào bệnh nhân đâu, vào đi Pháp thì được làm trên bệnh nhân, có cơ hội được đi đây đi đó, và mình đi càng trẻ càng tốt, sẽ về thay đổi cái cách suy nghĩ đi. Và một số người đang rất im lặng, nhưng mà tôi tin rằng là sự im lặng hôm nay không phải là vì các bạn không thích học, không phải là các bạn không nhiệt huyết, nhưng mà một chút rụt rè là chuyện hết sức bình thường. Ngày xưa tôi bằng Y3 mà thấy sinh viên Pháp đến mon men lại gần để nói chuyện và nói được vài câu là thấy hãnh diện lắm. Chắc bây giờ các bạn sẽ giỏi hơn tôi rất nhiều. Và một điều quan trọng nữa là các bạn có đi Pháp về mà còn giữ được tiếng Pháp như tôi chẳng hạn là cũng hiếm lắm, bởi vì ít người giữ được tiếng Pháp, bởi vì người ta cơm áo gạo tiền sẽ làm thay đổi, ít dùng đến, nhưng mà tôi lại dùng tiếng Pháp khá thường xuyên. Nên là văn ôn võ luyện và tiếng thì cũng phải là sinh ngữ thì phải dùng nó thường xuyên. Tôi đang hướng dẫn một chị làm luận văn. Năm nào có một chị luận văn bằng tiếng Pháp. Nay có một chị chuẩn bị bảo vệ vào mùng 1 tháng 6, sáng mùng 1 tháng 6, các bạn nên đến tham dự nếu biết được cái chỗ đấy là chỗ nào. Các chị rất là giỏi, những người yêu tiếng Pháp thực sự và những người đến năm thứ 6 mà vẫn còn theo tiếng Pháp thường là những người giỏi, thường là những người giỏi. Lớp trưởng đăng ký hộ thầy cái trên cái bài, có thể là thầy phải đăng ký nhưng mà nhắc cái các bạn lấy số điện thoại ra, lấy điện thoại ra ghi lại số của tôi sẵn sàng giúp các bạn học tiếng Pháp chuyên ngành hoặc là hướng dẫn luận văn nếu các bạn chăm chỉ và đi theo con đường này. Nên nhớ rằng bây giờ tôi cũng có thể nói tiếng Anh giống tiếng Pháp như thế này, và các bạn đừng bao giờ nghe người khác chê là những người biết tiếng Pháp chỉ biết tiếng Pháp. Biết tiếng Pháp thì biết tiếng Anh, còn những người biết tiếng Anh còn lâu mới biết tiếng Pháp. Nên các bạn nên nhớ là như vậy. Các bạn ghi lại số điện thoại của tôi 0984128080, hoặc là bạn lớp trưởng. Bạn lớp trưởng nếu còn thấy hứng thú còn một bài nữa thì hãy thông báo cho tôi và học hôm nào. Có thể học ngoài giờ hoặc nào tùy thích. Tuy nhiên mà để một cách chính thống, hôm nay bạn lớp trưởng cũng báo với cô Kim Yến là tôi đã giảng bài này nhá. Dạ vâng ạ. Ok. Còn cái bài tiếp theo đó là bài 1 là tự đọc, 2 là muốn tôi giảng thì nói. Vì tôi cũng rất sẵn lòng. Còn các bạn trông chờ của các bạn có mong muốn hay không mà thôi nhé. Ok. Cảm ơn các bạn. Xin chào. Dạ thầy. Siêu qua. Dạ, bên tôi rồi.